Marie-Claude Baudot, qui est sénateur en visite de travail dans la région de San Francisco pendant ces 2 ou 3 jours, et aussi qui fait une petite tournée dans une ou 2 villes des États-Unis. Bienvenue au programme franco-américain. Je voulais vous demander tout d'abord quelles sont les villes que vous traversez aux États-Unis. D'accord, d'abord laissez-moi vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. Ça me fait énormément plaisir d'avoir à m'exprimer en français en San Francisco vis-à-vis de la communauté française que je salue là ce soir. Nous sommes aux USA depuis mercredi dernier. Nous avons commencé par un travail d'une mission à Washington, puis nous sommes arrivés samedi dernier à San Francisco. Nous en repartons demain matin pour terminer à Los Angeles, puis ensuite nous rentrons à Paris. Ok, donc vous visitez en total de 3 villes. Oui, c'est ça, c'est-à-dire 3 villes. 3 villes importantes des États-Unis. Assez importantes. Voilà, oui. assez importantes. San Francisco avec la Californie, mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, qui est pour nous un sujet d'enquête intéressant sur ce que nous voulons faire. D'accord. Pouvez-vous nous dire quel est le but de votre visite à San Francisco? Oui, cette visite est organisée par le Sénat de la République. Vous savez qu'en France, il y a le Parlement qui est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est donc une mission qui a été décidée par la Commission des affaires sociales du Sénat. Le Sénat, chaque sénateur siège dans une commission qui est permanente. Et c'est la Commission des affaires sociales, qui est une commission donc permanente du Sénat, qui a décidé de cette mission. Vous faites une comparaison? Non, pas pour... Je ne crois pas que ce soit pour faire une comparaison. Ou bien pour vous inspirer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des préoccupations communes, des dépenses de santé qui augmentent, aussi bien en France qu'aux USA. Et le but de la visite était de savoir ce qu'il se faisait aux USA. Peut-être pour comparer, mais en tous les cas, je crois que les sénateurs qui font partie de cette mission ont tous tenté de voir ce qui se passait aux USA sur la protection sociale. Nous savions peu de choses sur cette protection sociale, mais nous en avons appris beaucoup. Ok. D'après ce que vous avez observé, disons, ces 2 ou 3 jours, pouvez-vous d'abord nous décrire ce que vous avez pu observer et quelles sont les observations les plus profondes que vous avez pu faire? Tout d'abord, la mission qui a été organisée a été très bien préparée. Son travail a été, je dirais, très bien organisé. Combien êtes-vous en ce moment? Nous sommes 5. Nous sommes 5 sénateurs, dont moi, bien entendu, et nous représentons l'ensemble des partis politiques français représentés et élus au Parlement. C'est M. Fourcade, qui est président de la Commission des affaires sociales, qui dirige cette mission. Donc je vous disais, cette mission a été très bien préparée, d'une part par l'ambassade de France à Washington, mais également par le consulat français à San Francisco, et très certainement le sera aussi très bien organisé demain à Los Angeles. Tout le monde s'est vraiment mis à notre disposition et nous avons trouvé un plan de travail qui nous a permis d'aller en profondeur. Et d'aller en profondeur au niveau des informations que nous cherchions à recevoir. Donc nous avons rencontré à Washington tout ce qui représente le gouvernement au niveau de la santé, puis ensuite là en Californie les représentants de la ville, mais également de l'État fédéré, et je pense qu'à Los Angeles nous continuerons avec l'État fédéré également. Ok, si je comprends bien, c'est en ce moment donc vous prenez note de ce que vous observez. Et nous posons beaucoup de questions. Oui. Justement, vous n'avez pas toujours pas répondu à mes questions. Je vous ai demandé quelles sont les comparaisons que vous pouvez faire entre les deux. Alors, les comparaisons, il est très difficile de comparer les deux choses, car il s'agit de 2 systèmes de protection sociale complètement différents. Oui. Mais vraiment complètement différents. C'est-à-dire que chez nous, il y a un système de sécurité sociale centralisé. Tout le monde est assuré, complètement. Bon, y compris les allocations familiales qui là, alors là, n'existe pas du tout. Il n'y a, je dois le dire, absolument rien de fait pour la famille et les enfants.
mais c'est incomparable avec chez nous. Et ce qui est à craindre, c'est que compte tenu des économies que veut faire le gouvernement français sur les dépenses de santé, on nous présente un peu le modèle américain comme quelque chose à suivre. Et vous ne pensez pas que c'est à suivre? De mon point de vue, ce n'est absolument pas à suivre, parce que tout le monde le sait, aux États-Unis, de nombreuses personnes ne sont pas couvertes. Ne sont pas soignées, non? Et donc ne peuvent pas se soigner. Bon, il y a 35 millions de personnes aux États-Unis qui n'ont aucune couverture sociale. Exactement. Et donc ça, c'est un drame. Or, il y a des dépenses, il y a des sommes importantes de dépenser, mais il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas couverts, et ça, c'est vraiment un drame. Hein. À moins qu'ils n'aient aucun revenu, donc c'est l'État qui s'en... Voilà, les indigents, ce qu'on appelle les indigents ici. Donc les indigents ici ont plus de droits que les gens qui travaillent. Il y a vraiment un très gros problème. On a voulu privatiser au maximum, et je crois qu'à tous les niveaux de cette privatisation, il y a des gens qui veulent faire des profits avec la santé. Il y a une question qui vient de me venir à l'esprit, c'est est-ce que vous avez bien pu comprendre, étant donné que vous parlez français, est-ce que vous avez bien pu communiquer avec tous les Américains? On a très bien pu communiquer, parce que dans l'organisation de notre voyage était prévue la présence permanente de 2 interprètes qui faisaient une traduction simultanée, excellente, avec les écouteurs, enfin un système qui se transporte partout. D'accord, donc il n'y a pas eu de problème? Non, alors là vraiment, de ce côté-là, c'est un des points vraiment où l'organisation était parfaite. Tant mieux. Écoutez, étant donné qu'on a commencé à parler justement des problèmes sociaux, j'ai pensé à diviser en 3 parties. La partie qui est santé, c'est-à-dire les soins médicaux, la partie pour les personnes âgées qui s'appelle la retraite en français, qui s'appelle Social Security ici, et la partie soins de la famille dont on a parlé, c'est-à-dire la famille, les allocations familiales et les soins pour les enfants qui est très très bien couverte en France. Et c'est bien couvert dans toute la France, pas dans la région parisienne. Oui, non, c'est une loi. C'est une loi qui est applicable à toute la France. Donc les allocations familiales, tout le monde les perçoit sur des conditions de ressources, mais c'est la même chose pour tout le monde, que l'on habite quelque ville que ce soit du pays. Ok, est-ce que les allocations familiales dépendent du revenu de la famille? Oui, il y a certaines prestations familiales qui sont conditionnées aux ressources. Mais les allocations familiales proprement dites sont versées à toutes les familles, suivant le nombre d'enfants. Mais quels que soient les revenus, on a estimé à la Libération, lorsqu'on a été créés sous le gouvernement de De Gaulle, mais par un ministre, Ambroise Croizat, suivant d'ailleurs un accord qui avait été passé sous la Résistance, alors qu'il y en était en occupation allemande, il y avait eu le Conseil national de la Résistance qui s'était mis d'accord sur les prestations sociales. On avait décidé, dès la Libération, que les allocations familiales étaient dues pour l'enfant et non pas pour la famille. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et ça, c'est, je crois, c'est la grosse carence ici. La grosse carence ici, c'est-à-dire, c'est là où le système français est très successful, c'est-à-dire est une réussite, c'est-à-dire que toutes les familles se sentent en sécurité. Il n'y a pas, se sentent soutenues, il n'y a pas la paranoïa ici, c'est-à-dire tout le monde se dit... D'autant plus qu'une politique familiale est très importante pour le pays à cause de la démographie. Tout nous prouve... Des enquêtes ont été faites au niveau européen. Quand un pays a une bonne politique familiale, que les familles sont aidées, soutenues, les familles ont des enfants. Et parce qu'il y a un peu un hiatus entre le nombre des enfants qui sont dans les familles et le désir d'avoir des enfants. On s'est rendu compte que les couples voudraient avoir des enfants, mais qu'ils n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils voudraient avoir à cause du manque d'aide. Il y a des exemples nombreux qui montrent. D'ailleurs, la France est un des pays au niveau européen où le taux de natalité est un des meilleurs. Parce qu'il y a quand même une aide, même si... Oui, j'ai vu ça, c'est beaucoup meilleur que celui de l'Allemagne, qui est 1,7, la France, je crois que c'est 1,9. Oui, on est presque à 2, mais par exemple, il y a un exemple précis, on montre un corollaire entre les 2 Allemagnes. La RFA et la RDA, après la guerre, avaient à peu près le même système, et il y avait à peu près le même nombre d'enfants. Et tout d'un coup, il y a eu en RDA des efforts supplémentaires en République démocratique faits pour les familles, et il y a eu une remontée subite de la démographie, de la natalité. Donc, ça joue un très grand... Moi, je soutiens cette idée-là. Ah bon, d'accord. Oui, moi aussi. Enfin, je pense que personne ne veut porter un enfant au monde s'il n'y a pas, disons, une aide
adéquate pour que cet enfant survive. De toute façon, je pense que c'est ici aussi vraiment une carence, quelque chose qui manque vraiment aux familles, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont assez négligés, sous-nourris, et c'est inacceptable dans un pays aussi riche que les États-Unis. Du point de vue maintenant, pour passer à la troisième partie qui est la partie retraite, je crois que vous avez dit qu'aux États-Unis ça commence à 67 ans, et pour faire la comparaison avec la France, quel est l'âge en France? 60 ans. À 60 ans, un travailleur peut prendre sa retraite. Et a le droit d'avoir, disons, 80... est-ce que c'est le même montant pour tout le monde? Ah non, c'est pas le même montant pour tout le monde. Les fonctionnaires, par exemple, touchent plus. Et c'est calculé suivant aussi ce qu'ils ont gagné, voilà, le nombre de points. Mais c'est calculé sur les 10 meilleures années du temps où on a travaillé. Donc c'est très important. Alors justement, l'inquiétude qu'il y a en France, c'est qu'il y ait une remise en cause justement de tout ce régime de protection sociale, y compris de la retraite. Et de faire on parle de repousser, parle de repousser l'âge de la retraite. Ah d'accord, peut-être à 65 ans. C'est ça, c'est de dire il y a trop, il y a un déséquilibre. Voilà, il y a un déséquilibre du régime retraite, du régime vieillesse, et donc on est prêt à. Alors que nous pensons qu'il y a d'autres moyens que de repousser l'âge de la retraite. Il y a, si vous voulez, les raisons du déficit de la sécurité sociale en France, la raison de fond, et elle est reconnue par tout le monde, quel que soit le bord politique d'où l'on vienne, c'est que c'est les 2,5 millions de chômeurs qui font le déficit de la sécurité sociale, puisque c'est autant de cotisations qui ne rentrent pas, puisque les gens ne travaillant pas, il n'y a pas de cotisation ni patronale ni des travailleurs. Et là, c'est là la cause profonde. Mais on ne peut pas répéter ça tous les matins, on sait bien qu'on ne va pas du jour au lendemain régler le problème. Donc il faut trouver des solutions, et nous on a des propositions à faire. C'est que par exemple, les profits des grosses actions, du revenu du capital, on doit taxer ces revenus et non pas prendre seulement aux salariés. Ok, j'ai remarqué aussi, alors ça c'est un très bon point que vous avez remarqué, que vous venez de mentionner, c'est le chômage. En France, je pense que c'est vraiment excessif, et je pense qu'il y a un petit peu d'abus, c'est-à-dire je crois que c'est 1 an avec un salaire complet, enfin pour le chômage, et une deuxième année avec 90% du salaire. C'est-à-dire que oui, c'est assez, il y a des indemnités, bon heureusement, mais vous avez un grand nombre de gens, entre autres les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, s'ils ne trouvent pas de travail, eux ne touchent pas d'indemnité. Déjà, pour commencer. D'autre part, de plus en plus, on rogne sur ces indemnités, et vous avez maintenant des gens de 50 ans qui sont au chômage et qui ne trouvent plus de travail. C'est-à-dire à cet âge-là, on ne trouve plus d'emploi. Et donc, il faut bien qu'on maintienne un certain taux d'indemnité pour que les gens puissent. C'est ça la différence, je crois, entre les États-Unis et la France, c'est qu'ici, c'est très limité le chômage, et c'est très difficile d'obtenir un chômage. Il faut vraiment être envoyé pour obtenir un chômage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter son travail et obtenir un chômage. Ah mais attention, en France, si vous donnez votre démission, vous n'avez pas d'indemnité chômage. Ah, aussi en France? Ah oui, vous ne touchez pas d'indemnité chômage. Vous obtenez des aides sociales, mais vous n'avez pas d'indemnité chômage. Vous n'êtes pas indemnisé. Ah d'accord, bon alors c'est la même chose. Bon, alors je crois qu'on a touché un peu à tous ces points, et je crois que vous êtes en retard, donc merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors c'était Marie-Claude Beaudeau, sénateur du Val d'Oise, et qui est en train de faire une petite enquête dans la région de San Francisco concernant les lois sociales, et peut-être pouvoir